chacun ne réagit pas de la même façon. Il y en a qui aiment être frontal parce qu'ils se nourrissent du conflit, ils aiment ça les fait progresser. Puis il y en a d'autres, si tu es dans le conflit, bah, tu les perds. Maintenant, c'est plus compliqué de faire ça, de mettre ça en place, parce que c'est une société un peu plus individuelle, où chacun vient. Maintenant, j'ai même moi vécu des fois où les mecs arrivaient habillés, repartaient habillés. C'est un métier usant, quoi. Et moi, à la sortie de l'USQVI, je suis licencié en janvier 2013. J'ai mis 5 ans avant d'y retourner. Merci David d'être parmi nous, d'avoir accepté l'invitation sur le Média Mode Athlète. Première version qu'on va faire avec toi. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter brièvement. On aura l'occasion d'y revenir plus longuement plus tard. Bah, tout d'abord, merci à toi. Merci de m'accueillir. Merci de me faire cet honneur de pouvoir partager mon expérience. Bah, David Fouquet, 46 ans, étudiant en STAPS à Rouen, professeur d'EPS en lycée professionnel sur Elbeuf et entraîneur de foot à côté. Enfin, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai commencé dans le foot. Enfin, j'étais déjà footeux. J'ai eu les croisés en 2000. Je me suis fait les croisés en 2000 et à cette époque-là, on avait du mal un peu à revenir. Il y avait personne qui s'occupait de nous dans les staffs. L'entraîneur était toujours un peu tout seul, voire un adjoint, mais qui n'était pas forcément hyper calé sur la réathlétisation, sur le réentraînement. Et je me fais les croisés, je me retrouve tout seul en fait. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là que il y a un déclic. Que le déclic se passe. Et puis je bûche. Voilà, en même temps, je suis étudiant en STAPS. Et je fais le nécessaire pour. Je me renseigne, je cherche. Et je me fais ma réathlétisation tout seul, parce que personne ne pouvait m'aider à ce moment-là. Ah ouais, d'accord. Enfin, il y avait la période clinique avec le kiné, mais le kiné, c'était hyper médical en fait. Il n'y avait pas cette liaison comme maintenant peuvent avoir sur le terrain où ce réentraînement, cette réathlétisation, parce que maintenant les kinés, ils sont mieux formés à ça. Ils arrivent à trouver le bon moment pour pouvoir te remettre au réentraînement. Sur la piste, quoi. Voilà, exactement. Moi, à l'époque, c'était pas comme ça. Hein. C'était il y a 24 ans, donc du coup. Et donc, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est comme ça que je tombe dans la marmite, en fait, tout simplement. Et donc, je me refais ma réathlétisation avec le kiné. Enfin voilà, on discute, je lis. Enfin, voilà. Et c'est comme ça que je plonge dans la prépa physique, en fait. Parce que de fil en aiguille, ça me plaît. Je m'y retrouve. J'ai toujours été adepte du travail athlétique quand j'étais joueur de foot. Moi, j'aimais courir. Et donc voilà, comme ça que ça fonctionne. Et je me retrouve à l'USQVI en 2005. Ah ben ça, on va y venir un peu plus tard. Je vais te poser quelques questions là-dessus. Parce que justement, j'ai toujours cherché continuellement à me former, à me renseigner et à progresser. Et en fait, je m'inscris au diplôme universitaire de Dijon et j'ai besoin d'un stage. Voilà. Donc j'envoie des CV à droite à gauche, personne ne me répond évidemment, parce qu'à cette époque-là, prépa physique, c'est pas non plus hyper développé. Et puis Eric Fouda m'appelle parce qu'il est tombé sur mon CV, il a besoin de quelqu'un dans la réathlétisation. Et voilà. C'était lui l'entraîneur? C'était lui l'entraîneur. Et là, la machine est lancée en fait, en 2005. D'accord, c'est comme ça que tu rentres dans le… C'est comme ça que je rentre. En parallèle, je suis prof d'EPS toujours. Mais c'est comme ça que je mets le pied à l'étrier en tant que prépa. Donc dans un premier temps, j'avais en charge les joueurs blessés du groupe CFA. Et puis honnêtement, ça a duré 3 mois. Et au bout de 3 mois, il m'a dit je te laisse la prépa en général du groupe. Ah ouais. Et voilà, c'est parti. L'aventure, elle est partie comme ça. Alors, j'étais flatté parce que déjà, c'est un entraîneur qui était déjà calé sur la préparation physique, lui. T'avais une petite appréhension quand même un petit peu, parce que justement, quand on a des entraîneurs qui sont calés sur la prépa… Pour une bonne et simple raison, c'est que déjà, j'avais le même âge que les joueurs. Voire certains étaient plus âgés. Voilà, oui, effectivement. Et donc, c'est jamais simple de se faire une place dans un groupe. Pour certains, j'avais joué avec eux parce qu'il y en a plein qui descendaient de Bois-Guillaume à ce moment-là. Et j'avais joué avec certains d'entre eux. Exact. Il y avait Christophe Sorrentino, Sébastien Saunier, Greg Beaugras, Joris Collinet. Donc, on se retrouve, eux descendent en tant que… Enfin, ils arrivent de Bois-Guillaume. Ils se retrouvent en tant que joueur à l'équipe première avec Eric Fouda. Et moi, j'arrive. Et j'arrive à ce moment-là aussi, au même moment.
et je reprends la prépa et je m'occupe des athlètes, de la réathlétisation. Donc voilà. Après, Eric Fouda ne continue pas l'aventure et arrive Régis Brouard. Ok. Et Régis Brouard n'était pas de la région, donc lui fait totalement confiance au club. Le club veut que je reste et je me retrouve en charge de la prépa physique du groupe comme je l'avais depuis un certain temps. Plus, je deviens l'adjoint de Régis Brouard à ce moment-là. Ah, c'était ma question. Voilà. Donc, ok, on va y venir justement sur cette période-là parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'USQVI. Juste avant, 2 questions qui permettent un petit peu d'en savoir un peu plus sur toi. À savoir, si tu avais choisi une autre discipline sportive, quelle aurait été cette discipline? Je pense que j'aurais fait un sport d'endurance, comme Ah, j'ai toujours aimé courir. Enfin, j'aimais l'effort, j'avais le goût de l'effort en fait, ok. que j'ai toujours d'ailleurs. Et oui, j'aurais fait du triathlon ou j'aurais fait des disciplines qui demandaient Beaucoup de dépassement de soi. beaucoup de dépassement de soi, Ok. beaucoup d'exigences, beaucoup de rigueur. Et, Mhm. enfin, voilà, c'est aussi un peu les côtés que j'ai toujours mis quand j'ai préparé les footeux jusqu'à maintenant. D'accord. Pour le coup, pour avoir les oreilles qui traînent un petit peu, il s'en rend bien compte Ouais. que David Fouquet, il aime bien la préparation physique, effectivement. On va y revenir d'ailleurs. Deuxième question, est-ce que tu peux me citer un événement sportif qui, selon toi, est historique? Personnel, Personnel ou célèbre? euh, bah, célèbre, j'ai à peine 20 ans, ce premier titre de champion du monde en 98. Ok. Ah oui, toi, tu l'as bien vécu. Bah, je l'ai bien vécu, je Voilà. l'ai suivi et pour le coup, c'était en France et que c'est vrai que c'était juste magnifique, c'était juste génial. C'est vraiment enfin, pour moi, c'est un tournant dans l'histoire du foot, en fait, pour les amoureux du foot D'accord. de ma génération, évidemment, hein, parce que les plus jeunes ont vécu autre chose. Mhm. Mais pour nous, c'était juste extraordinaire. On avait vécu des déceptions avec la non-qualification en 94, Oui. avec l'élimination Ouais. auparavant. On avait vécu des déceptions aussi auparavant dans les années 80. Donc, ouais, vraiment, si je dois ressortir une date, je te sortirai celle-ci, ouais, le 12 juillet 1998. 98. D'accord. Mode athlète. On va continuer sur ton parcours, Ouais, directement emboîté sur ton parcours de prépa. ouais. Comme tu as déjà répondu pas mal à la question avant, je vais avancer par rapport à ça et j'aimerais que tu me dises déjà dans un premier temps, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience à l'USQVI en tant que prépa physique? En tant que prépa physique, Mm. bah, alors déjà, je retiens, bah déjà, moi, je suis arrivé, je n'étais rien en fait. J'ai grandi avec le club, j'ai Mhm. grandi avec les joueurs. Enfin, moi, je dois tout à tout le monde en fait. Ok. Aux coachs qui m'ont fait confiance parce que c'est jamais facile. Hein. T'arrives, un mec que tu connais pas ou que tu as croisé 3-4 fois sur un terrain. Quel âge? Bah, 2005, j'avais 28 ans. 28 ans. Tu Ouais, étais en charge de l'équipe 28 ans. CFA. Attends, je réfléchis. Tu me poses une colle. Je suis en train de chercher. Attends. Mais non, non, mais pas du tout. Oui, oui, bah aussi. J'ai 28 ans. Oui, voilà. Ok, J'ai 28 ans. Ouais. d'accord. Et donc voilà, ce que je retiens, c'est ça. C'est déjà, je leur ai toujours dit, je leur ai encore dit il y a pas longtemps. Je leur ai dit aux dirigeants du club, merci de m'avoir donné ma Lancé, ouais. chance. Ouais. Parce que voilà, c'était pas donné à tout le monde. À ce moment-là, c'était un peu compliqué. Mm. Et puis merci au coach. Parce que les deux, que ce soit Eric Fouda ou Régis Brouard, j'ai eu totalement carte blanche. Je faisais ce que je voulais, on en discutait, on préparait, mais vraiment, à aucun moment, personne m'a dit quoi que ce soit. Hein. Mhm. J'ai vraiment, comme on dit vulgairement, j'ai mis les mains dans le cambouis Ouais. et voilà, j'ai appris comme ça. Et enfin, une expérience ultra riche. Parce qu'en plus, on n'avait pas pas de moyens, pas comme maintenant. Ok, ouais, Parce ouais. que maintenant, tout ce qui est matériel de prépa, c'est un peu démocratisé. On trouve pour pas Bien sûr, grand-chose. Mais bien nous, sûr. il y a 20 ans, euh, bah, enfin un peu moins de 20 ans, c'était pas aussi développé que maintenant. Ouais, ouais, je Donc, il comprends. fallait qu'on bricole. Ok. Et j'ai bricolé vraiment. J'ai vraiment bricolé. Mais en même temps, je regrette rien parce que c'est ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses, en fait. Parce que j'ai fait plein de bêtises aussi. Hein. Tu penses que c'est possible, ça, un parcours comme le tien, on donne la chance à un jeune prépa de 28 ans dans un club comme QVI à l'époque. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible, ça, ou pas? Bah oui, c'est encore plus possible C'est encore maintenant. plus possible. Parce que maintenant, les prépas, ils sont tout jeunes. Oui, On les voit bien. Maintenant, moi, j'ai attendu un peu parce que j'avais envie de jouer aussi. Puis, moi, j'estime qu'il faut jouer, il faut être joueur, il faut être acteur de tout ça parce qu'il faut accumuler plein
plein de sensations, Mhm. plein d'expériences, avant de pouvoir se lancer en tant que coach. Ouais. Et ça, c'est ma philosophie, hein, c'est ma vision des choses. Ok. Et donc maintenant, c'est un peu l'inverse. Maintenant, les prépas, ils sont très jeunes. On est directement sur une filière Ouais, voilà, c'est spécialisée. ça. Et en STAPS, tu as 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis tout de suite, tu es en recherche de stage et tout de suite, tu es dans le grand bain. Alors c'est très bien, hein, je ne critique pas ça, mais c'est vrai que maintenant, je pense que vous avez plus l'opportunité de pouvoir être prépa plus tôt, Mhm. dans des groupes très solides aussi, parce qu'il y a il y a des groupes costauds qui cherchent des prépas physiques. Et ben donc du coup, ouais, je pense que maintenant, tu as plus de chances d'être prépa plus jeune. Mais est-ce que du coup, je rebondis sur ça, mais est-ce que du coup, c'est pas, comment dire, c'est pas au contraire une difficulté parce que si t'es pas spécialisé, Ah, mais eh ben, du bah coup, on si, dit, enfin, mais bah, encore une fois, hein, ça n'engage que moi. ok. Je pense que, de toute façon, on le voit bien, au haut niveau, il y a quasiment plus de prépa physique qui ne sont pas spé foot. Il y a 30 ans ou 20 ans, il y en avait. Ouais. Il y avait des prépas physiques de l'équipe de France de ski qui descendaient et qui venaient donner un coup de main à l'Olympique Lyonnais. Il y avait des haltérophiles qui intervenaient à droite, à Ouais. gauche. Il y avait des athlètes qui étaient dans des clubs, dans des grands clubs, hein, comme Nantes, comme Ah ouais? Marseille. Oui, bah ouais. Georges Gacon. Georges Gacon, c'est un athlète. Oui. Ah, et il a intervenu. Ok, Et il d'accord. est intervenu à travers différents clubs pro. Et maintenant, on voit bien, c'est un peu plus compliqué maintenant. Mm, C'est des mm. spé foot. C'est des garçons qui ont une vraie filiation foot, qui sentent le truc. Et ça pour moi, mon parcours de joueur, il a été hyper important pour moi parce que j'ai pu sentir des choses, j'ai pu mettre en place des choses et j'ai pu aussi vérifier certaines choses. Alors, il y a des choses que j'ai fait avec succès et d'autres moins. Bah, c'est laissé. Voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est C'est normal. pas le choix. Ok. Juste au niveau, on rebondit un peu plus tôt, par rapport à ton environnement familial quand tu étais plus jeune, qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie, du coup, du sport, de la préparation physique et du coup, après, de l'entraînement? Bon, bah, il n'y avait rien dans mon entourage familial qui me prédestinait à ça. D'accord. Moi, je viens d'un quartier populaire comme on a pu être à une certaine époque. Mm. Et on jouait au foot tout le temps en bas de chez nous, en Ok, fait. ouais, d'accord. Et voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que la passion du foot elle est venue. C'est ce que je regrette, c'est que maintenant on le voit un peu moins ça. Mm, Mais tout le monde jouait dans le quartier en fait, mm. tout le monde jouait au foot. Et c'est comme ça. Après, tu t'inscris dans le club de ta ville. C'est ça. Et puis de fil en aiguille, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis après, bah, de par tes études, bah, tu t'en vas à droite, à gauche. Et puis voilà. Mais à la base, j'avais T'étais pas prédestiné non, à. Ok. à la base, il n'y avait pas de footeux dans la famille. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est vraiment cette Non, passion, ouais, c'est étant ça. jeune, etc. Très bien. Mode athlète. Première question. Comment toi tu entames un nouveau projet? Alors là, je bascule sur le volet un petit peu entraîneur, Ouais. entraîneur prépa, mais plus entraîneur. Comment tu choisis un nouveau projet? Qu'est-ce qui te fait accepter ou refuser un projet d'entraîneur? Bah après, c'est plutôt, en fait, c'est beaucoup de feeling en fait. D'accord. Moi, j'aime les relations humaines, j'aime les échanges et des fois, on me dit: «Mais pourquoi tu as été là? Pourquoi tu as été là pour cette ça te correspondait pas en fait en termes de caractère, en termes Mhm. de philosophie». Mais moi, je fais confiance à l'humain en fait et à un moment donné, l'échange, il a été fructueux. Oui. Il y a eu un feeling entre la personne qui m'a appelé et moi, donc je fais confiance. Après, une fois que ce premier feeling, il a lieu, j'essaye de prendre un peu de recul et j'essaie d'analyser les installations, le groupe, les forces en présence, parce que ça m'est arrivé aussi de prendre un effectif en pleine saison. En D'accord. 2018, quand je prends le FC Rouen en National 3, Oui. bah, il a fallu que j'analyse quand même la situation sur l'aspect sportif. Parce que, j'ai pas du tout hésité un seul instant. D'accord. Quand le président... J'avais lu ça effectivement, que tu n'avais pas du tout Non, hésité. bah déjà, c'est le club de mon cœur. Mhm. Quand j'étais jeune, j'allais à Dieudonné. Quand Monsieur Tardy m'appelle en janvier 2018, bah, je suis en séjour ski avec mes élèves. Voilà. D'accord. J'ai un coup de fil le soir et à aucun moment j'ai dit oui tout de suite en fait. Ouais. Enfin, à aucun moment j'ai refusé, j'ai dit oui tout de suite. J'ai pas réfléchi. Après, quand même, tu analyses la situation. Voilà ce que je vais pouvoir faire. Voilà ce que je vais pas pouvoir faire. L'avantage aussi, c'est qu'il y avait pas mal de joueurs que j'avais déjà eu, soit à Quevilly, soit que j'avais conservé avec qui j'avais conservé des liens, et que j'avais croisé plusieurs fois en tant que D'accord. joueur ou adversaire. Donc voilà, première des choses, tu les appelles, tu fais l'état des lieux au téléphone. Ok. Quand Puis tu voilà. dis tu fais l'état des lieux, c'est-à-dire que tu appelles, tu demandes quelle est la situation dans le Bah groupe. ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est là? Ok.
À votre avis, qu'est-ce qui manque? Ou ce qui va au contraire? Enfin voilà, tu essaies de dégrossir le truc. D'accord. Et puis après, non, enfin, moi, j'ai toujours fonctionné un peu au feeling, en fait. Et il faut que ça, j'ai aucun a priori sur qui que ce soit, sur aucun club, sur aucun joueur. Mais moi, j'ai besoin du feeling. Voilà, j'ai besoin de sentir les gens et j'ai besoin de ressentir les choses, en fait. Ok, donc c'est ça qui t'amène Ouais, à… exactement. Alors, là, c'est une question un petit peu sur la pratique. Est-ce que pour toi, il existe des méthodes pour s'entraîner à être un entraîneur? Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire. Oui, alors c'est parce que je suis intervenu régulièrement à l'UFR STAPS. J'ai encore des stagiaires et c'est exactement ce que je leur dis. On peut avoir des convictions, mais surtout pas de certitude. Parce que c'est tellement un milieu mouvant que toutes les semaines, c'est remis en cause tout ce qu'on fait, en fait. Donc, il faut savoir s'adapter tout le temps. Ouais. Et puis surtout, faut être dans l'écoute. Et une méthode qui a fonctionné, un truc tout bête, moi, j'ai passé quasiment 10 ans à l'USQVI, 8 ans exactement. La méthode qui nous a donné certaines joies, je sais très bien que je pourrais jamais la transposer dans un club. Et j'ai pas pu la transposer dans un club. Donc, c'est pas une méthode arrêtée Non, que tu viens parce faire que de recette, quoi. après, tu t'adaptes en fonction des joueurs que tu as en face de toi. Et un groupe ne fait pas l'autre. Et croire que ta méthode est exportable, je sais pas si ça se dit ça, mais on le dira, elle est transposable ou elle peut voyager, bah, moi, j'y crois pas. Alors, tu as des axes de travail sur lesquels toi, tu dois t'appuyer et sur lesquels tu crois. Mais à un moment donné, avec tout ce qui se passe autour, avec tout l'environnement, il y a des choses que tu ne peux pas transposer. Effectivement, oui, je vois. Donc, ce que j'ai fait à l'USQVI, je ne l'ai jamais refait, ni même au FC Rouen, ni même à Bois-Guillaume, ni même à Grand-Quevilly, en fait. Tu es tout le temps en train d'essayer de… De toute façon, c'est sur l'aspect humain. Moi, le groupe que j'avais à l'USQVI, c'était quasiment des potes. On sortait tout le temps ensemble, mais on savait que quand on franchissait la main courante pour aller travailler le matin, et ben, c'était terminé, on n'était plus potes. Et que si j'avais besoin de leur rentrer dans la tête et de leur dire, entre quatre yeux, ce qui ne me plaisait pas, je leur disais. Et puis ça ne nous empêchait pas, après une fois qu'on était dans le vestiaire, de rebasculer, d'aller manger les uns et les autres parce qu'on était des vrais potes. Mais et puis ça, il y a des fois, tu peux pas le faire dans un autre club. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a des choses que tu peux te permettre de dire à tes copains, à ton pote, à ton ami de la vie. Il faut que tu dises différemment. À quelqu'un d'autre. Parce que sinon, déjà, chacun ne réagit pas de la même façon. Il y en a qui aiment être frontal parce qu'ils se nourrissent du conflit, ils aiment ça les fait progresser. Puis il y en a d'autres, si tu es dans le conflit, bah, tu les perds. Donc c'est pour ça que je dis, il faut sans cesse écouter, sans cesse s'adapter et sans cesse te remettre en question sur ta manière d'agir, en fait. Je vois, effectivement, oui, en fait, le résumé que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de recette fixée pour aller de club en club. Ça, c'est ma vision. Bien sûr, bien sûr. Bah, je te pose la question. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Hein. Je sais très bien que c'est pas transposable, en fait. Je rebondis sur ça, justement. Est-ce que psychologiquement, c'est difficile d'être entraîneur? Très, très dur. Pourquoi? Parce que déjà, t'es pas là pour faire plaisir. Il y a un certain niveau, t'es pas là pour faire plaisir. Il y a d'autres niveaux pour ça, en fait. Il y a d'autres niveaux. T'estimes ça à peu près à quel niveau? À peu près, selon toi. À partir du moment où les joueurs commencent à toucher un défraiement. Ouais, d'accord. Ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et à partir de ce moment-là, on doit pouvoir tous travailler en bonne entente. En fait, moi, je suis pas là pour me faire des copains. Moi, on m'a donné une mission. On m'a donné un cahier des charges. Il faut que je le respecte si je veux aller au bout de ce pourquoi j'ai été embauché, quoi. Bien sûr. Et donc voilà, si ça passe par, à un moment donné, ça plaît pas, ça froisse les égos, ça agace les états d'âme des uns et des autres, c'est pas mon problème, en fait. Dès le départ, on s'est mis à la table, on a discuté, je t'ai présenté le projet sportif, je t'ai présenté le projet infrastructure, et puis tu as vu avec le président sur l'aspect financier ou sur l'aspect professionnel, parce que peut-être que tu cherches un travail. À partir du moment-là où les trois sont réunis, que tu m'as dit oui, c'est terminé. Tu dois faire le job. Bien sûr. Tu dois faire le job. Là, toi, tu actes par rapport à ce que tu as défini. Voilà. Et puis tu laisses et j'ai pris en trait de personne. On a décidé ensemble sur l'aspect sportif et sur l'aspect psychologique. Parce qu'en plus, vous comme nous, les joueurs, et vous, on parle.
on prend des informations à Bien droite sûr, à gauche. bien sûr. Donc, tu sais où tu mets les pieds et moi, je sais qui je prends en fait. Donc, à partir de ce moment-là, sur l'aspect psychologique, c'est très dur parce qu'il faut que tu restes tu restes droit dans ta ligne de conduite. Après, il ne faut pas se voiler la face non plus, il y a la pression du résultat. Quand tu es un compétiteur, quand on n'a rien à faire, en fait, bon, bah, tu viens, tu prends et puis voilà, il se Bien passe sûr, ce qui se ouais. passe et puis voilà. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de sérieux et d'ambitieux et j'ai toujours voulu être performant, que ce soit en tant que prépa, en tant que joueur ou même en tant qu'entraîneur. Donc, ouais, ça use. Tu passes quelques nuits blanches, voire beaucoup. Mais c'est aussi ça la beauté du métier parce que tu fais des up and down dans les émotions en fait. Bien sûr. Des fois, tu as passé une semaine de merde Ouais. et où les joueurs ont été plus que exécrables. Ils n'ont rien voulu comprendre, ils étaient cuits ou peut-être qu'ils étaient tous fatigués. Enfin voilà, après, il y a plein de choses. Et tu te dis, bon, oh là là, comment on va aborder le week-end en fait? Et en fait, tu sais pas ce qui se passe. Le match se passe merveilleusement bien et Ouais. ils appliquent à merveille tes consignes et tout ce que tu as travaillé dans la semaine. Et tu te dis, bah voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier en fait. Voilà. Mais c'est sûr que psychologiquement, si je devais donner des conseils aux plus jeunes, ceux qui se lancent dans le métier, c'est un métier usant, quoi. Et moi, à la sortie de l'US Quevilly, je suis licencié en janvier 2013. Ok. J'ai mis 5 ans avant d'y retourner. Ah, c'était ce que j'avais lu, Ouais. effectivement. Et c'était cette raison-là? Ah ben moi, j'étais lessivé, j'en pouvais plus. Hein. Ok. J'étais cuit. Je ne voulais plus voir un terrain de foot. J'ai mis près de 2 ans avant de retourner à Lozé. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, j'étais Ah ouais, cuit. d'accord. Mais en fait, ça te procure plein d'émotions positives parce que tu vis plein de choses. Enfin, quand tu as la chance de Bien vivre plein sûr. de choses, Ouais. de belles choses, parce que nous, on a vécu de belles choses à l'US Quevilly. On va y revenir du coup. Mais derrière, tu es dans une machine à laver, en fait. Hum. C'est 7 jours sur 7. En fait, ton cerveau, il déconnecte jamais. T'as beau dire qu'aujourd'hui, on n'a pas entraînement, c'est off, le coach, il te laisse chez toi. Le téléphone, il sonne tout le temps. Et le joueur, ah, j'ai mal là, j'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai mal ci, qu'est-ce que je peux faire? Prends-moi un rendez-vous chez le médecin, prends-moi un rendez-vous chez le kiné. Le coach, qu'est-ce que tu en penses pour la semaine prochaine? En fait, tu déconnectes jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est une vraie machine à laver. Le milieu pro, c'est. Et est-ce que c'est plus difficile d'être prépa physique ou d'être, parce que prépa physique, entre guillemets, t'as la peur de la blessure Oui. ou autre, ou d'être entraîneur? Moi, je me mettais la pression dans le sens où, bah déjà, je suis quelqu'un d'exigeant envers moi-même. Et puis surtout, j'avais le rôle d'adjoint aussi. Donc, j'avais des comptes à rendre aussi au coach. Donc, si j'étais. Après, je pense que c'est peut-être plus facile d'aborder le rôle uniquement de préparateur physique. D'accord. Parce qu'effectivement, tu as la pression de ne pas blesser tes joueurs, parce que sinon, tu dois rendre des comptes au coach, puis au club. Mais à partir du moment où tu mets une autre mission un peu d'adjoint, bah, c'est une autre pression. Puis alors, c'est encore une autre pression quand tu es entraîneur principal. Ah oui, bien sûr. Et donc voilà, c'est. En fait, chaque rôle dans un staff a son lot de pression, en fait. Qui sont Bah, sur toi, t'as vécu les trois. Ouais, j'ai vécu les trois. Et même à un moment donné, moi, à l'US Quevilly, l'entraîneur des gardiens de but était blessé, a eu des problèmes de santé. Ok. Et je me suis occupé aussi pendant quelques mois des gardiens. Et là aussi, c'est un autre monde. Tu découvres le monde des gardiens de but. Et là aussi, attention, hein, ils sont tellement exigeants aussi que tu dois te réadapter, tu dois te réinventer et tu dois faire attention à ce que tu fais aussi. Parce que pareil, hein, 28 ans, 29 ans, les mecs qui dans les buts, ils avaient 33, 34 ans. Ils avaient de la bouteille. Ils avaient de la bouteille. Pour certains, venaient des milieux pro. Fallait pas que tu aies le pied qui tremble au moment des frappes. Hein. Ok. Parce que sinon, tu te faisais secouer. Hein. D'accord. Okay. Mais c'est pareil. Encore une fois, ce genre de choses, si je devais le revivre, je le revivrais et je le conseillerais à chacun d'entre nous. Parce que c'est dur psychologiquement, mais c'est tellement formateur. En fait, c'est x10, x20. Là, tu passes dans une machine à laver, mais qui te sort grandi en 2 heures, en fait. C'est ça la beauté du truc. En fait, ça essore tes émotions quand même. Ben ouais. Et puis, si t'es pas solide, eh ben, tu craques, forcément. Et si t'es pas solide, mais que t'as envie, bah, tu t'accroches, tu te mords les lèvres. Ouais. Et puis, tu te dis, bah non, vous allez pas m'avoir. Et puis, voilà, c'est comme ça, petit à petit, parce que c'est un milieu très, très, très exigeant. Mode athlète. Dans cette partie, on va revenir un petit peu sur ton expérience à l'US Quevilly, surtout sur les épopées. Hein. Petite anecdote, j'étais en vacances il y a 3 ans, 3 ans dans le sud de la France. Et c'était le moment où on faisait la prépa avec Grand Quevilly, mais bon, tu sais, à l'extérieur, Grand Quevilly, Petit Quevilly, on ne fait pas la différence. Mais les personnes ont entendu Quevilly. Ouais. Quevilly égale épopée. Ouais. Donc en fait,
grâce à ça, ils ont pu situer la ville sur la carte de France quand même. Donc, c'est dire l'étendue de l'émotion que ça a fait vivre aux gens. Et moi, j'aimerais savoir, toi, de l'intérieur, comment est-ce que vous l'avez vécu? Bah, c'était. Je sais même pas si je vais pouvoir retranscrire tout ce qu'on a pu vivre en fait. Et vous faire comprendre ce qui se passait dans ce groupe. Vie a égalisé en deuxième période. Il reste maintenant une poignée de secondes à jouer. Oh, attention, Anthony Lop dans la surface. Oh, la frappe de incroyable. Aux dernières secondes, ici à Dornano. C'est Anthony Lop qui va faire le qualificatif de pays. Quel scénario peut-être pas vu. Jamais de la vie, j'aurais pu penser à ça. Même pas dans mes rêves. C'est de la folie. Pure et dure. Folie. J'en pleure tellement je suis ému. Jamais de ma vie j'aurais imaginé ça. Je sais pas si on réalise, mais en tout cas, on sera au Stade de France. En fait, bah, c'était juste magique. En fait, pour resituer, on va resituer un peu. C'est à l'époque l'US Quevilly, pas d'installation. Je sais pas si tu as un souvenir, mais il y avait un terrain en sable à côté de Lozé. Ouais. Et on s'entraînait sur le terrain de la mairie, qui était derrière la mairie. Et puis maintenant, il y a des immeubles. C'était catastrophique. Et quand le coach arrive, le coach Brouard arrive, il a dit, il est hors de question que j'entraîne là-dessus. D'accord. Voilà. C'était quel niveau? CFA. Donc National 2 maintenant. Ouais. Et le coach, il dit, moi, je signe ici à condition que vous me trouvez un site où je peux m'entraîner, où je peux y être au quotidien, on peut s'entraîner tous les matins. Donc le club fait le nécessaire et c'est comme ça qu'on arrive à Grand Couronne. D'accord. Voilà. Il faut le savoir, à l'époque, les gens ne le savaient pas. Et en fait, ce qui pouvait paraître un inconvénient à l'époque, nous a ressoudés, nous a regroupés et nous a servi. Parce que tous les jours, il fallait, parce que les joueurs étaient de Rouen, en général, il y en avait très peu qui étaient du côté de Grand Couronne, hein, et tous les jours, il fallait qu'on fasse la route. Et en fait, les joueurs, au bout d'un moment, en ont eu marre, donc ils ont créé du covoiturage. Et en fait, ça a resserré les liens. exactement. Et après, les garçons allaient toujours manger entre eux, chez l'un, chez l'autre, à tour de rôle. Chaque jour de la semaine, ils allaient manger chez un, après, ils allaient manger chez l'autre, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui nous a paru comme une contrainte à la base, nous a énormément aidé en fait. Parce que les conditions d'entraînement déjà elles étaient meilleures, hein. Les terrains étaient de meilleure qualité. Et puis surtout, bah, c'était du covoiturage au quotidien. Donc, fallait apprendre à se connaître. Fallait apprendre à connaître les égos, les états d'âme de chacun, les problèmes familiaux, les problèmes personnels. Et ça, c'est ce qui est le ciment et la base des deux épopées, 2010-2012. C'est que des mecs, peut-être, il y en avait certains qui venaient de centres de formation qui n'ont pas été conservés, d'autres qui avaient joué un peu au-dessus, et puis des locaux. À l'image de Sébastien Sournier, Christophe Sorrentino, Joris Collinet et Greg Bogra. Des vraies valeurs du cru, des joueurs de niveau national 2, mais d'ici. Et toute cette mayonnaise, en fait, elle a pris tout de suite. Elle a pris tout de suite, et sans ça, on n'aurait jamais pu faire cette épopée. Parce que les mecs… ils kiffaient les uns pour les autres, en fait. Et ils kiffaient les uns avec les autres. C'était, tu sais, on dit souvent cette vieille phrase, le groupe vit bien. Ouais. Oui. Mais là, c'était juste extraordinaire. C'était plus que ça, quoi. Et c'est pas grâce aux épopées qu'on a eu ce groupe. C'est l'inverse. C'est grâce à ce groupe qu'on a vécu ces épopées. Parce que les mecs, ils étaient prêts à se mettre minables les uns pour les autres. Et ils étaient capables de se dire les choses quand il fallait. Quand ils avaient envie de se dire, là, tu me casses les machins, ils se le disaient. Ils s'enfermaient dans le vestiaire, ils se le disaient. Et celui qui n'arrivait pas à choper la vitesse du groupe, à comprendre la philosophie du groupe, il en était tout de suite exclu. Et c'est pas par le staff. Hein. Par le groupe, quoi. Par le groupe. Okay. Et le groupe était la force de cette équipe. Et il n'y a jamais personne qui n'a pu interférer à tout ça. Et c'est pour ça que quand on fait la première épopée en 2010 et la deuxième épopée en 2012, je ne sais pas s'il y a des vraies raisons rationnelles à tout ça. C'est avant tout un état d'esprit global qui fait que les joueurs se mobilisent pour cette compétition, pour ces matchs-là. Les scénarios de match sont terribles. On est mené, on arrive à revenir au score, on fait une deuxième mi-temps merveilleuse. Tous ces paramètres aujourd'hui sont en feu vert et qui fait que l'équipe est dans sa plénitude d'expression collective et individuelle. Combien de temps ça va durer? Le coach, il a toujours ouvert les entraînements à toute la presse. Parce qu'il savait très bien que le groupe était hermétique à tout ça. Et pour l'anecdote, tu vois, tu es à Clairefontaine 3 jours avant la finale de 2012. Et bah,
2 heures avant de partir pour le Stade de France, et bah, c'était en train de se chambrer et on s'est joué à la pétanque. Et tu viens de l'extérieur, jamais tu te dis, ce groupe-là, il va jouer une finale de Coupe de France. Jamais ce groupe-là, tu te dis, jamais ce groupe-là, il est en national. Il va jouer contre l'Olympique Lyonnais. Ils sont insouciants, ils sont graves, en fait, tu vois. Mais non, c'était leur manière, en fait. Eux, ils arrivaient, ils montaient dans le bus, ils descendaient du bus sur les installations, et là, ils switchaient. Et là, tout de suite, ça se voyait dans leur regard, en fait. Tu sentais qu'ils étaient prêts à en découdre et qu'ils y allaient y aller. Et bah, ce groupe-là, il était juste. Enfin, moi, depuis que j'entraîne, et j'ai jamais retrouvé ça. Hein. C'est ce que j'allais te poser comme question d'ailleurs. Est-ce que tu as retrouvé un groupe Mais non, puis en plus, maintenant. Ou est-ce que tu essayes du coup de fédérer une ambiance similaire? Avant ce groupe-là et avant de rencontrer les deux coachs, moi, j'étais persuadé de ça déjà. Pour moi, une équipe, les résultats, c'est pas 80%, j'ai caricature, mais c'est 50% dans les vestiaires. Ouais. C'est ce qui se passe dans les vestiaires. Ou c'est ce qui se passe dans les appartements des uns des autres. C'est ce qui se passe dans les soirées resto. Pour moi, c'est ça. Moi, ma vision du truc, c'est comme ça. Maintenant, c'est plus compliqué de faire ça, de mettre ça en place. Parce que c'est une société un peu plus individuelle, où chacun vient. Maintenant, j'ai même moi vécu des fois où les mecs arrivaient habillés, repartaient habillés. Et puis partage dans le vestiaire, tu vois. Il n'y a plus le partage sous la douche. Ouais. Enfin, voilà. Après, encore une fois, je ne juge pas. Mais moi, ça me fait mal parce que je suis persuadé, et là-dessus, je peux dire que j'ai des certitudes, qu'une équipe qui est performante, c'est une équipe qui est capable de se dire les choses, les bonnes choses comme les mauvaises choses dans le vestiaire, et capable de passer du temps ensemble. Je suis plutôt, alors moi avec ma petite expérience, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, dans les groupes dans lesquels je suis passé, ça s'est toujours mieux déroulé en termes de résultats. Bien sûr. Quand il y avait, performance. voilà, exactement. Quand il y avait une osmose, quand il y avait cette alchimie entre nous. Exactement. Ça se passait toujours mieux en fait. Toujours. Alors, on a toujours été, je pense que toi aussi, dans des collectifs où individuellement c'était tellement au-dessus du championnat que bon, ça roulait. Mais à un moment donné, Mais quand tu te confrontes à l'homme, au bout d'un moment, quand les performances ne suivent plus, parce que tu es intrinsèquement supérieur aux autres, bah, c'est plus compliqué. Et c'est là, pour moi, la vraie valeur d'un collectif, c'est ça en fait. C'est celle c'est pas celle qui est capable de gagner, c'est celle qui est capable, les valeurs du collectif, c'est celles qui sont capables de se transcender à un moment donné quand ça va pas. Puis les interactions humaines, elles sont tellement difficiles que si tu n'es pas capable de te dire les choses sans te vexer, bah, tu n'avances pas en fait dans la vie. Et moi, c'est toujours ce que j'ai dit à mes groupes. C'est pas parce qu'à un moment donné, on vous dit faut que tu fasses ça, ce que tu fais, c'est pas bon, qu'on attaque l'homme. Il n'y a pas de jugement de valeur en fait. C'est juste qu'on veut tous progresser. On est unis par un même objectif. Donc, on doit être capable de se dire là, tu n'es pas performant. Là, tu n'as pas été performant. Regarde ce que tu fais là, c'était plutôt intéressant. Mais maintenant, c'est ultra compliqué. Parce que maintenant, la plupart des joueurs, ils se braquent en fait. Et en fait, tant que tu n'as pas compris que je ne dis pas ça pour l'homme, mais je dis ça pour le footballeur, pour qu'il progresse. Ouais. Et que si toi, tu progresses de 2-3%, chacun fait ça de son côté, bah, le collectif, il augmente de 30, 40, 50%. Bien sûr. Et voilà. Mais bon, c'est ce qui fait partie de la subtilité du métier. Et c'est aussi pour ça que moi, je ne refuse pas des missions quand il y a une équipe qui va mal. Je l'ai déjà fait. Mais j'aime bien constituer mon groupe. Parce qu'encore une fois, j'accorde beaucoup d'importance aux ressources humaines. Et j'aime bien rencontrer les gens avec qui je vais travailler. Et j'aime bien discuter. Et j'aime bien sonder, savoir comment ça se passe. Et après, par contre, si je me trompe, bah, je m'en prendrai qu'à moi-même. Bien sûr, bien sûr. En rebondissant par rapport à ça, justement, par rapport aux joueurs, petite expérience personnelle, j'ai remarqué quand même qu'il y avait une défaillance des joueurs. Alors là, je parle en termes de football, parce qu'on est dans le foot. Une défaillance de connaissance du corps des joueurs. Un exemple tout bête, j'étais référent en prépa physique dans un club et je demande à un joueur en particulier qui se plaint, il se tient derrière la cuisse et je lui dis « Est-ce que tu as mal aux ischios ?» Et il me demande où c'est. C'est quand même un joueur aujourd'hui qui joue en National 2 quand même. Quel âge? Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 23 ans. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que justement on n'accorde pas assez? Alors je ne sais pas si c'est propre au football, parce que quand tu prends un athlète, tu peux lui parler de PPG à 14 ans, tu peux lui parler de spécifique à 15 ans, dynamique, ischio-jambier, etc. Tu peux lui parler de tout ça dès leur plus jeune âge. Donc, est-ce qu'au football, on n'est pas sur
une méconnaissance, une défaillance à ce niveau-là. Si, mais on est paradoxalement, Surtout que tu es enseignant, du coup. ouais, Tu peux avoir et paradoxalement, tu vois, le football, c'est la discipline où il y a le plus de licenciés, c'est la discipline où il y a le plus d'argent, et c'est la discipline qui est la plus vue dans le monde, en fait. Et paradoxalement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de méconnaissance. Je ne sais pas si c'est un choix des éducateurs de ne pas vouloir trop parler et plutôt s'accentuer sur certaines choses, ou si c'est une méconnaissance déjà des éducateurs. Ah oui, aussi, ouais. Parce que ceux qui véhiculent les bonnes infos, c'est comme les éducateurs, ceux qui ont les enfants au quotidien. Donc là, moi, je ne me permettrai pas de juger là-dessus, parce que j'ai pas suffisamment de recul par rapport à ça. Maintenant, ceci étant, il faut aussi remettre dans son contexte, il faut recontextualiser tout ça, c'est que il y a beaucoup de jeunes maintenant, ils viennent consommer. Oui. Ils viennent consommer le foot. Ils viennent consommer les gestes techniques. Et tout ce que tu vas pouvoir dire autour va pas, forcément les intéresser. Oui. Et donc, c'est un process. Comme ça ne les intéresse pas, ils n'impriment pas. Moi, je vois bien que mes élèves au quotidien, quand on fait par exemple le cycle muscu, bah, on est obligé de nommer les membres, les muscles, sans rentrer Bien sûr. dans les contractions excentriques, concentriques, statodynamiques ou même l'insertion des chefs, tu vois, je ne rentre pas là-dedans. D'accord. Mais je nomme les muscles. Et d'une semaine sur l'autre, j'ai beau les répéter, d'une semaine sur l'autre, ils ne les savent pas. Okay. Parce que ça ne les intéresse pas, en fait. Je pense que tu as raison, parce que tu parles de contraction statodynamique, excentrique, concentrique à un athlète. Pour moi, un athlète, et je l'ai vu d'ailleurs au stade de Sotteville, 15-16 ans, ils n'ont aucun problème là-dessus. Ouais, mais parce que eux, dès leur plus jeune âge, on leur a intégré le fait que le corps est leur outil de performance. Alors qu'un footeux, on leur a toujours dit plus jeune, ce qui était important, c'est la technique. D'accord. Tu vois? Ouais. Et souvent, t'entends ah, mais t'as mal là, mais c'est pas grave, continue de jouer. Serre les dents, etc. Serre les dents, tu vois, ou t'as une petite douleur à la. Alors oui, des fois, ils ont peut-être raison, c'est pas grand-chose. Mais à un moment donné, c'est bien la technique, c'est bien la tactique, mais à un moment donné, comme tu l'as dit, c'est important l'éducation corporelle, l'éducation musculaire. Et on n'a pas fait prendre conscience encore aux jeunes joueurs l'intérêt de prendre soin de leur corps, d'être à l'écoute de son corps, alors pas trop, mais d'être à l'écoute et avoir les bonnes attitudes et les bons gestes au bon moment. On commence, on voit bien dans les centres de formation, notamment, il y a l'initiation et à la nutrition, à la diététique. On commence quand même, il commence à y avoir des stages de prévention sur tout ce qui est gestion de l'hygiène. Oui. Ouais, on commence tout ça à voir. Mais par rapport à d'autres disciplines, notamment comme tu dis l'athlète, où là, ton corps est primordial, mais aussi notamment au sport co, plutôt sur l'aspect anglo-saxon. Oui, oui. Tout ce qui est basket, exactement, football américain, on est à des années-lumière de tout ça, nous. Et alors, il y a du bon à prendre chez les anglo-saxons, il y a du moins bon aussi, mais tant qu'on n'aura pas cette vraie relation au corps, avec, en prenant conscience et connaissance que le corps, c'est un vrai outil de travail, bah pour eux, pour ceux qui veulent devenir des athlètes de haut niveau, je parle, attention, bien sûr. Et bah, ça sera compliqué. Et on le voit bien de plus en plus. Regarde, il y a des mecs de 40 ans qui jouent encore et qui sont performants en Champions League ou à très haut niveau. Ça veut dire qu'à un moment donné, le message, il commence à venir. Alors, peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais malgré tout, l'apport et la formation de tous les préparateurs physiques, ça, maintenant, on voit bien. Les mecs à 35 ou 35 ans, maintenant, ils sont performants. On voit bien, ils continuent la longévité. Bien sûr. Ils sont plus cassés. Ouais. Ils gèrent très peu. Donc ça, maintenant, c'est très bien. Il y a aussi maintenant, dans les clubs pro, la connaissance du corps, la gestion de l'hygiène et tout. Donc, on voit bien que c'est sur le mieux. On voit bien que ça revient, enfin que ça vient plutôt, mais il faut être patient. Ok, effectivement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, je trouve que c'est en train de monter et que on verra par la suite. Avec les exemples qu'on a, comme Ronaldo, comme Modric, Benzema, des choses comme ça, oui, tout à fait. Ça donne des bons exemples. On est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. En parlant justement de ça, donc je poursuis avec une séquence que j'avais vue sur RMC dans l'émission de Roten. Et il y avait Jean-Pierre Papin qui mettait l'accent sur le fait que les joueurs, tu as suivi, les joueurs ne tiraient pas assez au but. Exactement. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses sur justement le surplus de cet entraînement? Parce qu'il disait
Ah oui, et justement, ça emboîte sur une autre question. Donc, première question, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, le fait que les joueurs ne tirent pas assez au but? Et la deuxième question, c'était qu'ils avaient rebondi sur le fait que maintenant, c'était plus les entraîneurs qui faisaient l'entraînement, mais les prépas physiques. Et du coup, que les prépas physiques n'étaient pas forcément pour Ouais. que les joueurs frappent au but parce qu'il y avait des risques de lésions, etc. Qu'est-ce que tu en Je penses? serais pas aussi catégorique. Moi, je le rejoins. Dans un premier temps, pour répondre à ta question, je le rejoins. Mais j'ai un début d'explication. Tous les entraîneurs, et même au haut niveau, tous les entraîneurs n'ont pas été des très grands attaquants comme Jean-Pierre Papin. Donc, faut pas se voiler la face aussi. Des fois, on n'a peut-être pas les compétences aussi pour apporter quelque chose, une plus-value, comme pourrait faire Jean-Pierre Papin à l'OM, à l'attaquant devant le but. Et puis deux, effectivement, maintenant, c'est un peu un management un peu à l'anglaise, où il y a le manager général, l'entraîneur, et ses adjoints qui mettent en place la séance, et ça se déroule comme ça. Et moi, je pense qu'il faut un peu comme au rugby, il faut qu'on ait des entraîneurs, pas par ligne, mais par poste spécifique. On en a bien chez les gardiens. Pourquoi on n'en aurait pas un pour les attaquants? Tu vois? Et pourquoi Oui, on n'en c'est aurait vrai. pas un pour les défenseurs? Alors après, attention, ça remet du monde dans le staff, ça Mais augmente les interactions. Est-ce qu'on garde toujours un head coach? Est-ce qu'on garde toujours un coach principal ou bien on agit par ligne? Bah, moi, je pense, franchement, si j'avais les moyens, même en club à niveau national, j'aimerais bien le faire. C'est juste qu'on n'a pas les moyens financiers. Je vais dire à mon président, ouais, bah, je vais recruter un entraîneur des attaquants. Il va me dire, ouais, mais ça coûte combien? Je vais recruter un entraîneur pour la ligne des 4, si tu veux jouer à 4 derrière ou à 3 derrière. Ouais, mais ça va me coûter combien? En fait, c'est tout ça. Le problème, c'est que il a raison dans un sens, mais en même temps, on fait avec ce qu'on a in situ, en fait. Bien sûr. Et peut-être que même dans les staffs pro, on n'a pas tous, ils n'ont peut-être pas tous un vrai attaquant avec les déplacements, avec la sensation du jeu, ce petit geste au bon moment. Enfin, c'est pas simple, c'est un poste encore à part entière, hein, attaquant. Bien sûr, bien sûr. On le voit bien avec notre ovni, notre extraterrestre Kylian Mbappé. Tu vois bien, enfin, tu le regardes encore hier soir, parce hier soir, il y avait le match de la Champions League. Enfin, c'est un garçon qui est surdoué. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a plein de gestes qui sont automatiques. Bien sûr. Comment ce garçon a obtenu ce sens du but, quoi? C'est ça. Elle est là, la question, tu vois. Alors, il y en a d'autres, c'est des besogneux, c'est des laborieux qui ont besoin de répéter les choses, qui ont besoin de travailler énormément pour obtenir cet automatisme. Puis il y en a d'autres, tu vois bien, lui, enfin, j'ai l'impression que c'est inné, en fait. Et il arrive à faire ses mouvements, ses mécaniques. Alors, attention, c'est un peu provoque ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il a, même si c'est jamais entraîné, tu vois ce que je veux dire, tellement c'est simple, tellement c'est fluide. Mais non, en fait, il y a énormément de travail. On le sait tous. À ce niveau-là, même si tu es talentueux, parce qu'il y a des joueurs comme ça qui sortent, qui naissent, qui sont talentueux, mais il y a besoin de travail. Parce que si tu n'as pas de travail, tu ne perdures pas, en fait. Et justement, je rebondis sur ça. Au niveau du travail, et surtout dans notre, on va dire dans notre système français, là je vais parler du système français, est-ce que tu penses que la fréquence d'entraînement est trop faible? Je prends en référence à ce que plusieurs joueurs ont dit dès qu'ils ont quitté le championnat, notamment Blaise Matuidi, qui a dit que quand il est arrivé à la Juve, lui, il dormait, il était 8h30, je crois, je ne sais plus exactement, et puis on est venu le chercher en lui disant, oh, tu vas à la gym avant l'entraînement. Ouais. Et lui, il disait, Paris, c'est jamais arrivé, quoi. On le laissait tranquille. Samir Nasri, pareil, quand il débarque à Arsenal, le mec, il prend 5 kilos de muscle. Donc, est-ce qu'on arrive à s'entraîner suffisamment pour rehausser un petit peu le niveau? Parce que, ok, d'accord, on a l'une des meilleures équipes au monde en termes d'équipe nationale, mais c'est tous des joueurs qui jouent à l'étranger. Donc, comment t'expliques Presque tous. Effectivement. Après, on a été, nous en France, on a été en retard sur tout ça, dans le sens, par exemple, à l'étranger, très tôt, ils ont mis en place les cellules de performance que nous, qu'on commence à voir en France, mais il n'y a pas 10 ans en fait, enfin il n'y a pas 20 ans, donc on n'a pas encore les bénéfices de tout ça. Et en fait, très tôt, certains pays ont compris l'importance de tout l'entraînement invisible. Le sommeil, la nutrition, la prévention, la prophylaxie, enfin tout ça. Il y a des pays qui ont très vite compris l'importance de tout ça. Nous, on a été un petit peu en retard sur ça. Maintenant, de là à dire, maintenant, à l'heure actuelle, de là à dire que les clubs français ne s'entraînent pas assez,
Non, je le dirais pas. D'accord. Parce que je pense qu'ils s'entraînent. Attention, hein, je parle d'une semaine type de travail, parce que des fois, il y a des coachs qui veulent couper parce qu'ils ont ils ont des semaines, ils ont des objectifs à court terme, donc ils veulent couper, faire un peu de fraîcheur. Moi, je parle d'une semaine type. Mode athlète. Première question, hormis l'USQVI, quel est le meilleur groupe que tu as eu à entraîner? Bah, après, ça dépend où tu places le curseur de meilleur. Est-ce que c'est sur l'aspect relationnel ou sur l'aspect performance à proprement dit sportive? Faisons les deux. Sur l'aspect relationnel, sans contestation, Bois-Guillaume. Ouais. C'était ton club en plus où tu as joué. Voilà, c'est ça, où j'ai passé une dizaine d'années en tant que joueur. Mais au-delà de ça, c'est que j'ai retrouvé ce que j'aime dans le foot. C'est des gamins qui venaient pour s'entraîner, pour progresser, pour performer. Il n'y avait pas d'embrouille en fait. Voilà, c'était sain. Ils étaient contents que je vienne et j'étais content de les découvrir en fait. Donc humainement, ça s'est super bien passé. Et ouais, puis je remercierai jamais assez Bois-Guillaume parce que je sortais du FC Rouen où j'avais besoin de repos. Et en fait, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans le foot en fait. La simplicité, la performance et le sérieux. Donc vraiment sur l'aspect, et puis sinon sur l'aspect sportif, Grand Queville, parce que déjà c'est un groupe que j'ai confectionné, que j'ai constitué, et donc ouais, sportivement c'était intéressant. Après humainement c'était un peu plus compliqué, mais en même temps c'est pas ce qu'on leur demandait, donc il fallait qu'ils soient performants, et ils l'ont été, on est monté, et puis voilà. Donc oui, Grand Queville sur l'aspect sportif. D'accord. Question suivante. Donc on avait parlé en off un petit peu des propos d'Arsène Wenger par rapport à la proportion d'entraîneurs étrangers en France. Et là, moi, je vais aller un peu plus loin, parce qu'il y a eu des débats par rapport à ça, à savoir, est-ce que dans le gratin du football français, on n'est pas dans un entre-soi? Dans un entre-soi, dans le sens où c'est très compliqué pour un entraîneur amateur de finir professionnel. Ah ouais, mais ouais. Donc du coup, qu'est-ce que tu en penses déjà de cette déclaration, et aussi des passages des diplômes? Qu'est-ce que tu en penses aussi également? Alors après ça, c'est pareil. Tu m'aurais demandé il y a 7 ans, je t'aurais dit clairement oui. Je t'aurais dit clairement, le milieu professionnel est dans l'entre-soi. Les BEPF sont destinés à ceux qui ont été pros. Mais depuis quelques années, ça a changé. La Fédé, elle a quand même, sur les 4 dernières sessions, il y a des joueurs amateurs. Il y a des joueurs amateurs qui vont avoir le diplôme. Un peu à l'image de Manu Dacosta, c'est un des premiers qui n'a pas eu une carrière professionnelle mais qui a eu accès au BPF et qui l'a eu. Là, cette année, il y a Grégory Poirier qui est à Martigues, qui n'a pas eu une grande carrière de footballeur, carrière amateur. Il y en a eu d'autres. Richard Désiré, qui a aussi obtenu le BEPF il y a quelques saisons et qui, c'est pareil, n'a pas été un professionnel aguerri. Je parle en tant que joueur, attention, parce que. Puis voilà. Donc, effectivement, la Fédé, elle commence un peu à changer un peu son fusil d'épaule. Et maintenant, si tu as fait tes armes et si tu as prouvé au milieu amateur et que tu as les prérequis pour postuler au BEPF, on commence à t'écouter. C'est pas pour autant qu'on te prend, mais avant, on t'écoutait pas. Ok. Avant, tu regardais tel nom, aucun match en pro. Même si tu avais tes 100 matchs de national en tant qu'entraîneur, tu n'étais pas pris. D'accord, ouais, avant c'était catégorique. C'était catégorique. Maintenant, non, c'est fini. Ça commence un petit peu à évoluer. Et tant mieux, parce que un garçon comme Maxime Dornano à Rouen, qui n'a pas été pris cette année, mais qui, j'en suis sûr, sera pris la prochaine, ça leur permet quand même d'accéder à l'échelon supérieur. Parce que avant, par exemple, depuis la refonte des diplômes, moi, par exemple, avec mon BE2, je pouvais entraîner jusqu'en national. Okay. Maintenant, c'est plus possible. Maintenant, le national, c'est BEPF. Donc, ça veut dire que là, Maxime Dornano qui est monté avec Rouen, il a la dérogation parce que il est monté avec son club. Mais en national, tu es obligé d'avoir le BEPF. Donc, il n'y a pas toujours que des joueurs pros qui ont des clubs de national, en fait. Donc, ça amène de la fraîcheur. Honnêtement, ça amène de la fraîcheur. Et cette fraîcheur-là, elle commence à découler en Ligue 2.
on commence à avoir des joueurs, des entraîneurs qui amènent leur fraîcheur, qui ne sont pas usés par le milieu professionnel, qui apportent tout leur enthousiasme, toute leur spontanéité. Et moi, ça, j'aime bien, en fait. D'accord, oui, effectivement. Je passe à la troisième question. Je veux simplement ton avis rapide. Est-ce que tu penses que le poste de préparateur physique est un peu sous-estimé dans le monde amateur? Alors, il est sous-estimé par la force d'une chose, l'aspect financier. Parce que tu peux pas demander à des jeunes prépas de venir 3 ou 4 fois la semaine, mettre au service du collectif ses compétences, parce que c'est du boulot. Celui qui pense que ce n'est pas du boulot, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans les chaussures d'un préparateur physique et dans une veste de préparateur physique. Et donc, je pense qu'il est sous-évalué parce qu'on n'a pas les moyens de le rémunérer, en fait. Si chaque club arrivait à mettre une enveloppe et se dire, ça, c'est pour la prépa physique, c'est pour le staff, je pense qu'on regarderait d'un autre œil. Mais en fait, c'est pas la priorité. Dans un premier temps, c'est pas la priorité. Parce qu'on estime aussi que le coach que tu recrutes doit avoir ces quelques compétences. Mais honnêtement, pour avoir suivi les formations d'entraîneur, Oui. je peux te dire que les compétences, elles sont ultra basiques, en fait. Je te dis pas qu'il y en a pas, parce que c'est la vérité, il y en a. De toute façon, c'est pas l'objectif. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je suis d'accord avec toi, mais c'est bien aussi de sensibiliser les entraîneurs en fait sur l'aspect athlétique. Et ce qu'on propose dans les formations, c'est pas assez conséquent. Quand moi j'ai passé jusqu'au BE2 et derrière quand je vais faire le diplôme de le certificat d'entraîneur préparateur physique à la Fédé, bah attention, tu passes de niveau national 2 à Champions League quoi. Donc et heureusement, et c'est bien. Et oui, effectivement, je pense que c'est un peu oublié, mais par la force des choses. Moi, je pense, enfin, c'est ma vision des choses, je pense que vraiment, les clubs aimeraient donner la possibilité à leur entraîneur d'avoir un staff élargi. Mais je pense que c'est le nerf de la guerre, et que le nerf de la guerre, en ce moment, il est compliqué à avoir. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant fleurir sur les réseaux sociaux les annonces cherche stagiaire préparation physique parce qu'on veut des compétences de préparateur physique à 0. Non mais, enfin, quelque part, enfin moi en même temps je dis ça, moi ma première année j'ai touché 0 hein. Et j'étais tous les jours au club, tu vois, mais je le faisais parce que j'étais passionné et j'avais envie de progresser. Donc quand tu es jeune et que tu as envie, ton année, tu peux te le permettre, on est d'accord. Mais il faut pas que ça dure. Faut pas que ça dure. Il faut qu'on te donne une deadline. On dit, écoute, vraiment, là, cette année, j'ai pas ce qu'il faut, mais je vais faire le nécessaire. Si c'est satisfaisant, l'année d'après, on verra, on s'en discute. Tu vois, déjà, tu abordes les choses différemment. Bien sûr. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, on m'a dit, tu viens, mais c'est 0 la première année. Moi, j'ai rien pour toi. Hein. Tu veux faire ton stage, bah, tu vas prendre ta voiture, tu vas prendre ton matériel, et puis tu vas prendre tes bouquins, et puis tu vas nous faire quelque chose parce qu'on a besoin de toi. Mais on te donnera 0. La première année. Après, ça s'est enclenché. Et puis, voilà. Mais, alors encore, je suis pas sûr qu'on sous-évalue, mais je pense que c'est par la force des choses. Et du coup, par rapport à cette sous-évaluation, justement, est-ce que tu penses que le modèle universitaire te rend plus compétent qu'un autre en tant que prépa physique? Qu'un autre, c'est-à-dire? En tant qu'un BP, par exemple, ou, ah oui, bah oui, oui. Ou une autre forme maintenant, tu sais, il y a des formations, il n'y a pas que les BP, mais non, il y a non. des formations. Bah, déjà, tu passes 3 ans à la fac, déjà, au moins. Donc pendant 3 ans, tu vois l'anatomie, la physiologie de l'effort, la biologie de l'effort, tu vois la myologie. Donc forcément, celui qui suit un cursus normal, il a un peu plus de contenu. Maintenant, c'est pas une fin en soi, le cursus universitaire. Enfin, moi, je suis sorti de la fac, pareil. Il a fallu que je me confronte à autre chose. Parce que j'avais qu'une vision de l'UFR Staps de Rouen, en fait. Bah, c'est ce qu'on leur reproche, justement, de ne pas être allé sur le terrain et de une vision un peu scolaire. Je suis pas entièrement d'accord avec ces reproches pour une bonne et simple raison, c'est que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps en 3 ans de mettre des gens sur le terrain, en fait. Il y a tellement de contenu à apporter sur l'aspect théorique. Et en fait, je pense qu'il faut plutôt le prendre comme un complément.
Moi, je pense qu'il faut le prendre comme une fondation. Voilà, on te donne cette fondation. Voilà, on va te donner ce bloc. Après, à toi d'en faire ce que tu veux. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Après, je suis allé me confronter à Dijon sur une totale autre façon de penser de la préparation physique, où le mec qui te reçoit et te met un coup de pied dans la fourmilière et tu te dis, mais en fait, depuis ce que je fais depuis un certain temps, c'est de la merde, clairement. Et puis après, moi, j'ai voulu toujours me confronter à autre chose. Je suis allé à la Fédé. Et là, à la Fédé, le diplôme, il était extraordinaire à ce moment-là parce que dans chaque qualité, c'était les meilleurs mondiaux. Et là, tu te dis, waouh. Et en fait, la préparation physique, elle est de tes convictions parce qu'il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu as appréciées, il y a des choses que tu as évaluées. Et puis après, c'est un mélange de tout ce que tu as appris. Mode athlète. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, David. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Je t'en prie, c'est avec plaisir et merci encore de m'avoir reçu et au plaisir de partager sur les différentes rencontres sur les terrains. Ça marche, merci beaucoup à toi. Salut, à bientôt.